La première candidate que nous recevons sur notre plateau est Charlotte Maria. Professeure agrégée en lettres modernes et doctorante en littérature, elle enseigne le français en lycée. Elle représente dans cette élection le parti Lutte ouvrière, pour lequel elle milite depuis ses 15 ans. C'est la troisième fois qu'elle est candidate aux élections législatives. Bonjour Charlotte Maria. Bonjour. L'événement qui constitue pour l'instant l'élément principal de cette campagne et des législatives, c'est l'union de la gauche. On a le Parti socialiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste qui se sont associés pour former la NUPS. Pourquoi est-ce qu'un parti comme Lutte ouvrière n'a pas souhaité faire partie d'une alliance comme celle-ci ? Parce que justement, nous on pense que la situation, à laquelle on est arrivé aujourd'hui, avec une abstention record, un dégoût de la politique, au point que des travailleurs en arrivent à voter contre leur propre camp, c'est justement le résultat d'années de politique de ces partis qui tout en prétendant être dans le camp des travailleurs, ont en réalité ont absolument pas changé leurs conditions de travail, voire les ont laissé se dégrader, et que voilà, on nous pense que c'est du vent, des marchands d'illusions qui prétendent qu'ils pourront changer quelque chose en étant députés, et alors que en réalité le pouvoir des députés et même du président est très limité, et qu'ils ne permettent pas de répondre aux vrais problèmes des travailleurs que sont les salaires et le pouvoir d'achat. Mais alors du coup, quand la majorité du spectre politique dénonce un virage un peu à gauche justement de cette union, qui serait une gauche radicale associée à Jean-Luc Mélenchon, vous au contraire, vous pensez qu'elle n'est pas suffisamment radicale dans ce qu'elle propose ? Alors, le problème, c'est que ces termes de gauche et de radical, pour nous, ils sont pas très justes. Le problème, c'est de savoir quel camp ils défendent. Et nous, on pense qu'ils défendent pas le camp des travailleurs. Ils remettent pas en question le pouvoir des capitalistes et de la bourgeoisie, et c'est ça fondamentalement le problème. Après, ils font semblant, je pense les journalistes, de faire croire que c'est radical, et que c'est, quand ils utilisent tout ce terme d'extrême gauche, ils oublient quand même très très vite que Mélenchon a été très 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 longtemps au Parti socialiste, qu'il a même été le plus jeune sénateur pendant des années, et que voilà, et qu'il n'est absolument pas le radical qu'on prétend qu'il est, ou que lui prétend aussi. D'accord. Alors du coup, on comprend bien que vous remettez en cause le système dans son ensemble. Comment est-ce que vous définiriez votre candidature du coup en quelques mots, donc pour Lutte ouvrière dans cette campagne ? Nous, justement, on a moins un programme électoral qu'un programme de lutte. Les élections telles qu'elles sont organisées, c'est une grande mascarade, auquel d'ailleurs beaucoup de gens ne croient plus du tout. Par contre, on nous demande notre avis, on continue à nous demander notre avis, et tant qu'on nous demande, on le dit, et on cherche à dire à faire entendre le camp des travailleurs, et d'affirmer que oui, c'est les travailleurs qui font tourner toute la société, comme on a fait semblant de le redécouvrir pendant la pandémie, que oui, sans les caissières, sans les chauffeurs routiers, sans les ouvriers sur les chaînes, y a rien, il y a rien dans la société, et que c'est ça qu'il faut, et que ces gens-là qui ont été en première ligne, qui font tourner toute la société, c'est eux sur qui pèse la crise aujourd'hui, et c'est leurs intérêts que nous on veut mettre en avant. Et alors une dernière question une dernière question politique. Du coup, on a compris que vous vous opposiez au système, mais vous participez quand même du coup à l'élection. C'est pour permettre de faire entendre vos revendications. Mais que pensez par exemple d'une situation où vous étiez élu, si vous arrivez au second tour, si vous faisiez des scores importants? On sait que du coup par le passé ça n'a pas été le cas, mais du coup comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux faits institutionnels et aux jeux politiques? Alors, on n'a pas d'illusion, sur nos scores. Après, si on était élu, on refuserait pas ça dépend. On a déjà eu des députés européens, par exemple. On a déjà eu des élus dans les conseils municipaux, Oui, et ouais. qui ont accepté leur mandat, mais qui ont utilisé ce mandat non pas en faisant croire aux travailleurs qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose à l'intérieur de ces institutions, mais que utiliser
leur mandat pour comme tribune et pour dénoncer tout ce qui pouvait se passer dénoncer les luttes qu'il pouvait y avoir. Arlette Laguier a lutté longtemps, donc conseil municipal de la mairie des Lilas. Elle a été aussi donc députée européenne. C'était l'occasion de dénoncer les luttes qu'il pouvait y avoir à l'échelle européenne et d'utiliser ça comme une tribune. Maintenant, pour changer réellement les choses, nous, on ne pense pas que c'est à l'intérieur de ces institutions-là que ça pourra se faire. D'accord, et très bien. On va pouvoir passer maintenant aux mesures concrètes que vous proposez, parce que vous proposez des mesures qui sont donc forcément très radicales. Et alors évidemment, on s'interroge quand même sur le financement. Comment est-ce que ce programme est possible? Vous parlez du SMIC à 2 000 € net, à la réduction aussi du temps de travail. Alors comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de proposer de telles mesures? C'est possible en remettant en cause les profits des capitalistes. Parce que en réalité, ces profits-là, ils n'arrêtent pas d'augmenter, ils explosent. Et notamment, avec la pandémie, ça a été, ce qui a pu être un petit peu perdu, ils l'ont récupéré et très largement. Et actuellement, l'inflation qu'il y a sur un certain nombre de produits, en réalité, c'est de la spéculation. Et pour certains, ils se frottent les mains. La grande distribution, pareil, a fait des profits énormes. Et en réalité, justement, il y a autre chose qu'on met en avant et qui est lié à ça, c'est le contrôle de l'économie par les travailleurs. Et si justement on supprimait le secret bancaire et le secret commercial qui empêchent aujourd'hui aux travailleurs même qui peuvent voir un certain nombre de choses, de pouvoir les rendre publiques, ça permettrait de voir justement tout l'argent qu'il y a et d'utiliser cet argent pour augmenter les salaires. Parce que de l'argent, il y en a, le CAC 40, même encore l'année dernière, ils ont fait des profits records. Et de l'argent, il y en a, ça, il n'y a pas de problème. Mais en effet, c'est là qu'il faut le prendre. Oui, on peut imaginer que du coup il y a de l'argent qu'on peut aller chercher comme vous dites, mais le problème c'est finalement dans l'application concrète de cette idée. Comment est-ce qu'on peut aller réaliser ces expropriations? Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que dans votre programme, vous parlez aussi de l'abolition des frontières sur une thématique plus sécuritaire ou plus globale. Mais alors du coup justement, comment concilier les deux, puisqu'on sait que dans le cas où effectivement vous arriviez au pouvoir par exemple, les capitaux pourraient effectivement fuir sans aucun souci, justement, avec cette abolition des frontières. Comment est-ce que vous conciliez un peu ces deux thématiques-là? Il faudrait que la révolution se fasse à l'échelle globale, dans ce cas. Alors, deux choses. Bien sûr qu'on est pour la liberté de circulation pour tout le monde. Parce qu'en réalité, ça existe déjà pour les riches. Les riches, quel que soit leur pays, peuvent se déplacer où ils veulent. Voilà. Donc, bien sûr qu'on est pour la liberté de circulation et d'installation, que les gens puissent vivre où ils en ont envie. Ça, c'est moi absolument basique voilà, en tant qu'être humain. Mais après, sur la fuite des capitaux, alors deux choses. Oui, c'est vrai que nous, en réalité, la transformation qu'on souhaite de la société, c'est une transformation qu'on souhaite à l'échelle de la planète. Maintenant, même sur la question de la France, on parlait de fuite des capitaux. Déjà, les capitaux, c'est aussi, il y a le capital matériel que sont les usines et les machines, et les patrons, je les vois mal partir avec les usines sur le dos, c'est quand même plus compliqué. Et pour la fuite des capitaux immatériels, l'argent, ça en fait en réalité ça dépend aussi du travail des travailleurs. Parce que les capitaux, pour faire des mouvements de capitaux, il faut des banques, il faut des banquiers, il faut des travailleurs des banques. Et eux aussi peuvent être en grève et peuvent empêcher ces fuites de capitaux. Il y a déjà eu des grèves des banques, notamment en 73, qui avait participé à Arlette Laguier il y a bien longtemps maintenant. Et en réalité, si les travailleurs des banques sont en grève, ils peuvent bloquer aussi les mouvements de capitaux. Donc en réalité, l'économie, elle dépend bien des travailleurs dans leur ensemble. Je voudrais venir sur la question des services publics maintenant. Vous parlez de la nécessité de recruter massivement, à la fois à l'école, à la fois à l'hôpital. L'hôpital qui est clairement remis en cause et même tout le système de santé de manière plus globale. Au-delà de la question du financement, puisqu'on vient déjà de l'évoquer, est-ce que pour vous, au-delà des questions du nombre, il y a des choses à revoir dans le fonctionnement, que ce soit à l'école ou que ce soit à l'hôpital?
Oui, clairement, enfin et notamment, enfin, comment dire? Le plus frappant et le plus choquant, c'est bien sûr, c'est l'hôpital, parce que c'est la santé, c'est la vie des gens et depuis des années, justement, pour faire des économies sur l'hôpital, on a intégré des logiques de rentabilité, et de techniques enfin, qui venant des entreprises, venant du privé et qui, enfin, comment dire? Sont catastrophiques quand il s'agit de santé et quand il s'agit enfin, de soigner des gens et ça, c'est pas nouveau et tout à l'heure, je parlais, justement des trahisons des partis de gauche, bah, ça fait des années et des années. Le forfait hospitalier, au départ, ça faisait c'est une mesure qui a été, comment dire? Faite, par la gauche, par le Parti socialiste quand il était au pouvoir et la droite a suivi. Voilà, il y a eu depuis ça fait depuis voilà, depuis des années, des logiques de rentabilité appliquées à l'hôpital, qui sont, catastrophiques, et là où ça a été bon, ça a explosé, dans les EHPAD. Alors c'est pas tout à fait les hôpitaux, mais enfin c'est des quand même des établissements de santé, où on voit à quel point la logique de rentabilité et de profit pour des actionnaires, elle est ignoble, elle pousse à carrément de la maltraitance. Mais du coup, concrètement, vous voulez du coup plus de soignants, moins de comptables ou au niveau de l'hôpital, moins On veut de... une société qui soit gérée pour, le bien de la collectivité et pas pour le profit d'une minorité d'actionnaires. Fondamentalement, c'est ça et que les richesses créées collectivement par les travailleurs, parce que c'est les travailleurs qui produisent les richesses, que ces richesses-là, elles servent à la collectivité, elles servent, et que ce soit les travailleurs qui décident de ce qu'on en fait. Et qu'elles servent, oui, à la santé, et la santé, c'est pas quelque chose sur lequel il faut faire des économies ou réfléchir en termes de rentabilité à l'échelle générale de la société, mais je dirais presque, là encore, enfin, c'est là que c'est un des domaines où c'est le plus choquant. Une dernière question sur, on va revenir sur la question de l'abolition des frontières. La question de la guerre est revenue dans l'actualité, malheureusement, cette année, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Face à ces questions, ces tensions dans les relations internationales aujourd'hui, vous avez un programme un angle mort, on va dire, dans votre programme sur la question les questions de défense notamment. Euh, pourquoi tout simplement finalement laisser de côté ces questions au profit d'autres questions économiques, sociales, alors qu'il y a quand même une réalité des conflits aujourd'hui qui existent dans le monde. Enfin, un angle mort, on a parlé enfin des guerres, enfin, je sais pas très bien à quoi vous faites allusion Bah, quand disons vous que parlez d'angle mort, mais vous proclamez, enfin vous mettez en avant l'idée qu'il faut abolir les frontières, des idées de paix qui sont évidemment louables, mais qui, face à la réalité aujourd'hui des conflits, peut sembler par certains un peu utopiste. Et du coup, on se pose un peu la question de quelle est votre vision du coup de cette guerre, comment selon vous l'éviter, comment mettre fin au conflit. Concrètement, la situation, comment vous la voyez? bah, enfin, justement, enfin, nous, on n'est pas des pacifistes au sens où, enfin, au contraire, on sait très bien, et là, je reprendrai complètement à mon compte la citation de Jean Jaurès, qui disait à la veille de la Première Guerre mondiale: «Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage». Le capitalisme, c'est la guerre. C'est-à-dire que les affrontements entre capitalistes, la concurrence internationale, elle mène inévitablement à la guerre. Ça a toujours été le cas, et tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura la guerre. Nous, juste par rapport au dernier conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est quand même presque en réalité quand même un conflit entre la Russie et les États-Unis, parce qu'on voit, enfin, c'est de plus en plus apparent quand même que c'est un petit peu une guerre par procuration qu'ils font. Bah, on refuse de prendre, comment dire, de choisir un camp. Parce que des deux côtés, ce sont nos ennemis. Bien sûr qu'on dénonce ce dictateur Poutine, qui en a, enfin, rien à faire des travailleurs de son propre pays et qui les envoie justement à la boucherie, qui les envoie dans une guerre fratricide entre des gens, des peuples qui ont des liens historiques, familiaux, culturels, enfin voilà, que sais-je. Et mais on refuse aussi de prendre parti pour de l'autre côté, les dirigeants ukrainiens qui sont eux aussi des oligarques. Derrière Zelensky, il y a des oligarques et qui sont absolument pas mieux et qui n'ont pas plus de préoccupations pour leur peuple. Nous, on est du côté des travailleurs ukrainiens et russes et c'est contre leurs dirigeants. Enfin, nous, on serait pour faire une guerre à leurs dirigeants. On n'est pas pour une guerre entre nations, mais pour une guerre entre les classes, si vous voulez. Ok. Oui, ok, parfait. On va pouvoir passer à la dernière
Question, vous, député de la République, alors je sais que c'est pas forcément ce que vous Mmh. visez, mais disons que dans le cas où vous étiez, député, vous portez du coup un programme pardon, qui est plutôt révolutionnaire. Comment est-ce que vous agiriez à l'Assemblée nationale si, par exemple, des mesures de gauche étaient proposées, qu'elles ne sont pas assez radicales pour vous? Est-ce que vous voteriez quand même en faveur de certains changements s'ils vont dans votre sens, bien qu'ils soient, insuffisants pour vous? Je pense notamment, par exemple, à l'Union de la gauche. Ben, si vous voulez, si j'étais élue, ça voudrait dire qu'il y ait plus de 50 de personnes qui votent pour un programme révolutionnaire. Donc et certainement, ce serait pas seulement dans la 11e circonscription d'Aix-en-Provence, ça voudrait dire que quand même, il y ait, tout d'un coup, une poussée révolutionnaire, à l'échelle, nationale, voire plus. Donc ça voudrait dire, en réalité, des dizaines de milliers de gens, dans la rue et enfin, avoir des centaines de milliers ou plus ou des millions, enfin voilà, en mai 68, c'était des millions de gens, donc je sais pas. Ça voudrait dire quand même une situation particulière et donc siéger à l'Assemblée nationale, ça me semblerait, je pense, complètement, à côté. Moi, je pense que s'il y avait une effervescence telle, je me sentirais bien plus à l'aise à la tête de comment dire? De de travailleurs en lutte, dans des entreprises, je sais pas, peut-être qu'il y aurait des comités, qui se créeraient, à plan de campagne, par exemple, si on reste sur la région et je me verrais plus à essayer de représenter, enfin comment dire? À essayer de proposer une politique à des gens directement en action, à l'Assemblée auprès de députés à et que ce serait surtout ça qui compte D'accord. et que Sur ce le terrain serait et que plutôt qu'à ce l'Assemblée serait ce finalement, serait oui. d'accord. Pour les 5 ans, à venir. Écoutez, je vous remercie, Charlotte Maria, d'avoir voulu répondre à nos questions. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour suivre les interviews des autres candidats de la 11e et de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci à tous.